Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur l'action Total Energy. Donc la première chose que je regarde comme d'habitude, c'est quel est le business model et donc les différents segments de revenus de la boîte. Donc en premier, on a raffinerie et produits chimiques qui représentent à peu près la moitié des revenus de Total. Donc là, c'est de la transformation de pétrole brut en une gamme de produits raffinés comme l'essence, l'eau diesel et les lubrifiants, et des produits chimiques utilisés dans la plasturgie, dans la pharmacie, etc. Ensuite, on a 40% qui viennent de marketing et services. Donc là, c'est la commercialisation et vente de produits pétroliers à travers les réseaux de stations-service, ainsi que des services tels que maintenance automobile et vente de produits connexes. Et ensuite, on a une troisième partie pas négligeable qui fait 20% des revenus, donc à peu près un cinquième. Donc c'est gaz renouvelable et puissance. Et donc là, c'est le commerce de gaz naturel, investissement dans des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, et production d'électricité. Et ensuite, je passe sur les deux derniers segments puisqu'ils sont quasi négligeables. Donc moi, la première question que je me pose pour investir dans une entreprise, c'est est-ce que je pense que l'entreprise sera plus grosse dans 20 ans qu'aujourd'hui? Puisque je rappelle que mon but, c'est d'avoir la plus grosse performance possible annuelle. Je ne cherche pas à avoir des revenus à court terme grâce à des dividendes. Je ne cherche pas à simplement maintenir un gros patrimoine que j'aurai déjà. Mon objectif, c'est de faire croître mon patrimoine le plus vite possible. Donc en investissant le plus possible et en ayant la meilleure performance possible sur cet argent qui est investi. Et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir des boîtes qui ont quand même de la croissance, pas forcément une croissance énorme. J'ai besoin que ce soit des boîtes qui sont quand même rentables, etc. Mais il faut qu'il y ait de la croissance pour que la boîte soit plus grosse dans 20 ans qu'aujourd'hui. Et donc dans le cas de Total, sachant que c'est une boîte qui est donc quasi totalement dans le pétrole aujourd'hui, et dans leur segment de revenus le plus important, il y a une grosse partie qui concerne l'essence et le diesel, et aujourd'hui c'est évident qu'on se dirige vers un monde avec de moins en moins de véhicules à essence et de plus en plus de véhicules électriques, et le pétrole c'est aussi une source d'énergie qui est utilisée pour produire de l'électricité, et sachant que la cause numéro 1 d'émissions de gaz à effet de serre, c'est justement la production d'électricité à base de charbon, pétrole et gaz. Donc ça, c'est forcément aussi quelque chose qui va tendre vers zéro. Donc voilà, on se doute bien que le pétrole, c'est pas une bonne tendance, c'est pas le futur. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire que c'est quelque chose dont on va pouvoir totalement se passer. C'est pas un secteur que je connais bien, donc je sais pas les détails, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait certains usages pour lesquels on ne soit pas prêt de pouvoir se passer du pétrole. Mais ce qui paraît à peu près sûr, c'est qu'on va en utiliser moins à l'avenir qu'aujourd'hui. Donc une grosse question, si on se demande si on doit investir dans Total, c'est est-ce que la partie énergie renouvelable va réussir à croître suffisamment et à atteindre une taille similaire à ce qu'ils font avec le pétrole aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper incertain et ça demanderait beaucoup plus de recherches, mais même en faisant les recherches, je ne sais pas si c'est quelque chose sur quoi on peut avoir une vraie conviction aujourd'hui, ça me paraît vraiment hyper incertain. Mais à voir. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire s'il y en a qui ont fait cette recherche, ou si vous avez un avis précis là-dessus. Et ensuite, il y a un autre défaut, c'est que c'est une entreprise qui est très soumise aux variations du cours du pétrole, forcément. Et donc c'est sûrement quelque chose qu'on va voir en regardant les données financières de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va passer sur mes différents critères de sélection. Et donc on va voir si au niveau purement financier, c'est le genre d'entreprise qui pourrait me convenir pour investir. Donc sur cette page de mon site, j'ai rassemblé les 6 critères de sélection que j'utilise pour trouver les entreprises qui ont des bonnes chances de me donner des très bonnes performances à long terme. Donc la première chose que je regarde, c'est est-ce que l'entreprise a une bonne croissance annuelle de son chiffre d'affaires. Je regarde la moyenne des 5 dernières années pour éviter d'avoir des données faussées par une année exceptionnelle. Donc dans le cas de Total, c'est 12% par an. Donc c'est un niveau de croissance qui me convient. Mais on va les regarder en détail. Et on voit que effectivement, ils ont eu une très bonne croissance depuis 2020 et si on regarde plus loin, même depuis 2016. Mais si on regarde un peu plus loin, depuis 2012, on voit que ça a quasiment pas bougé au final. Et donc ça, c'est comme on le disait juste avant, c'est dû aux variations du cours du pétrole. Donc voilà, on voit qu'en 2020, le pétrole, je crois que même à un moment donné, il était tombé à zéro, quasiment zéro, un truc comme ça. Et à l'inverse, là, il y a eu un plus haut, j'imagine, un plus haut historique en 2022. Et c'est là qu'ils ont fait leur meilleure année. Et si on regarde là les variations du chiffre d'affaires, ça a l'air de suivre à peu près la variation du cours du pétrole. Ce qui n'est pas étonnant, mais du coup, moi, ça me pose un problème. C'est que c'est pas une boîte sur laquelle on peut avoir un niveau de certitude important sur le fait qu'elle ait une certaine croissance à long terme. Ça me paraît hyper aléatoire, parce que typiquement, pour faire la valorisation, on doit estimer un taux de croissance. Si on n'a aucune idée de la croissance que peut avoir une boîte,
bah, ça me paraît quasi impossible de estimer quelle est sa valeur. Donc voilà, Total, c'est un exemple qui montre que c'est pratique d'utiliser des raccourcis comme ça avec des moyennes, etc. Mais ça nécessite quand même toujours d'aller vérifier, puisqu'il peut y avoir plein de cas particuliers, plein d'exceptions. Et dans le cas de Total, typiquement, je me fierais pas à cette croissance de 12,5% par an sur les 5 dernières années, puisque c'est pas du tout applicable à une boîte comme ça. On voit que c'est totalement dépendant d'une matière première, et que si on regarde plus loin, depuis 2012, il n'y a quasiment eu aucune croissance. Donc pour moi, c'est un critère qui n'est pas validé au final. Ensuite, on regarde la croissance annuelle du free cash flow. Donc le free cash flow, c'est vraiment le cash qui reste quand l'entreprise a fait toutes ses dépenses. Et c'est ce qui va lui permettre de réinvestir, d'acheter d'autres boîtes, rembourser de la dette, racheter ses propres actions plutôt, et émettre des dividendes. Et là, on va avoir un problème qui est similaire. Donc j'ai ici le free cash flow. Et voilà, on voit qu'ils ont même eu des années où ils ont perdu de l'argent, 2013, 2014, 2015, 2016. Et depuis 2017, ils ont une bonne croissance de leur free cash flow. Mais en 2020, très mauvais free cash flow à cause du cours du pétrole qui s'est effondré. Donc voilà, même si là, on est à un moment qui est hyper positif pour Total, donc en 2022, on a l'impression que c'est génial. Mais justement, comme là, Total vient de faire une année extrêmement bonne, mais partiellement grâce à un cours du pétrole avantageux, est-ce que c'est une bonne idée de faire le pari qu'on aura une bonne performance sur 10 ans, 20 ans en achetant aujourd'hui, juste après que Total ait fait a fait même sa meilleure année? Ça me paraît un peu risqué et incertain encore une fois, puisqu'on se base toujours sur une matière première. Et ça, pour prévoir le prix de matière première, c'est plus dur, puisqu'une matière première, ça génère pas de cash flow, donc c'est plus compliqué. Donc on passe au critère suivant, c'est le ROE, donc le Return on Equity. Ça nous donne la capacité de l'entreprise à bien réinvestir ses bénéfices en elle-même, donc pour générer de la croissance future. Et je vais avoir un ROE de 15% au minimum pour que l'entreprise soit capable de générer 15% de croissance du bénéfice, enfin du free cash flow en l'occurrence, sans avoir à s'endetter ou à émettre des actions. J'ai précisé free cash flow parce que là c'est pas le vrai ROE, je le calcule avec le free cash flow à la place du bénéfice net pour avoir un chiffre plus précis. Donc c'est un peu faible, je cherche minimum du 15%. Ensuite, pour mon critère suivant, je regarde le niveau de dette. Donc je veux investir dans des entreprises qui ne sont pas trop endettées pour éviter tout risque de faillite. Donc je veux qu'ils puissent rembourser leur dette nette en moins de 3 ans avec leur free cash flow. Et Total peut le faire en 2 ans et demi, donc ça c'est validé. Et si on va regarder même en détail la dette, on voit que leur dette elle diminue depuis... Ah oui, là je suis en trimestre. Je vais passer en annuel. Hop. Et dette nette. Voilà, donc ils ont une dette qui avait beaucoup augmenté en 2020. Alors j'ai pas suivi la boîte, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais j'imagine que justement, avec les difficultés du Covid et du cours du pétrole, ils ont dû s'endetter cette année-là pour mieux s'en sortir. Et depuis, ils se désendettent. Donc voilà, pas de problème pour moi au niveau de l'endettement sur Total. Mon critère suivant, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation. Donc c'est important d'investir dans des boîtes qui ne diluent pas leurs actionnaires, puisque si vous achetez un certain nombre d'actions d'une boîte, mais que cette entreprise, elle émet des actions, eh bien la part de l'entreprise que vous possédez, elle diminue, et ça a un impact négatif sur vos performances. A l'inverse, quand on a des entreprises qui génèrent beaucoup de free cash flow et qu'elles peuvent se permettre de racheter leurs propres actions à des prix corrects, ça permet de booster sa performance. Et donc dans le cas de Total, ils ont racheté 4% de leurs actions sur les 5 dernières années, donc c'est pas beaucoup, mais ce qui compte pour moi, c'est surtout que le nombre d'actions soit pas en augmentation, donc s'il diminue, ça va. Donc ouais, il diminue depuis 2019. Et avant, ils avaient émis un peu d'actions, mais c'était quand même pas énorme. Donc voilà, pour moi, ça c'est un critère qui est OK. Et mon dernier critère, c'est les marges. Donc je regarde la marge du free cash flow. Donc avoir un niveau de marge suffisamment élevé, par exemple supérieur à 10%, ça permet à l'entreprise de faire face aux différents problèmes qu'elle pourrait avoir. Par exemple, une année typiquement comme le Covid, avoir des marges élevées, ça aide à s'en sortir. Et donc dans le cas de Total, c'est des marges de 7,33% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça c'est un peu faible. Mais ce chiffre, pareil, il doit être encore une fois un peu faussé. Pour ce genre de boîte, c'est difficile d'estimer vraiment quelle est leur marge normale. Donc si on va regarder ici, là j'ai la marge du free cash flow. Et voilà, donc de 2011 à 2016, c'était des marges du free cash flow entre 1,4%
et moins 3% même. Et depuis 2017, ils ont des marges qui sont en forte hausse et ils ont atteint 12% en 2022. Mais pareil, c'était leur meilleure année. Donc est-ce qu'on peut se dire que Total c'est une boîte qui a une marge du free cash flow de 12%? Je pense pas. Donc voilà, c'est plutôt une boîte qui a des marges inférieures, on va dire 5% en gros, en tout cas inférieure à 10%. Donc pour moi, c'est un niveau de marge qui est trop faible. Donc pour conclure sur l'aspect financier de Total, je dirais moi que c'est une entreprise de qualité correcte. Alors en disant ça, je sais que je vais avoir droit à quelques patriotes vexés dans les commentaires, comme j'avais eu sur ma vidéo sur Air Liquide, mais vous êtes les bienvenus. Donc je dis ça parce que le ROE est moyen et surtout les marges sont faibles. Parce que là, le ROE, encore une fois, ça peut varier à cause de cette histoire de cours du pétrole, mais la marge, par contre, elle a l'air d'être vraiment systématiquement assez faible. Mais mon problème principal sur Total, c'est pas vraiment les finances, c'est plutôt la non-prédictibilité des revenus futurs, des cash flows futurs, etc. Puisqu'on est dépendant énormément d'une matière première. Est-ce qu'ils vont être capables de faire croître suffisamment la partie énergie renouvelable? J'en ai aucune idée. S'il y en a qui ont une opinion là-dessus, je suis intéressé que vous la mettiez en commentaire. Et puis simplement, comme Total, ça reste très principalement une boîte de pétrole, et que le pétrole, on ne peut pas dire que ce soit un secteur d'avenir, bah, intuitivement, je suis pas très positif sur le long terme à 10 ans, 20 ans. Et pour une boîte comme Total, je trouve ça pas hyper pertinent, ou en tout cas beaucoup plus compliqué de faire une valorisation, puisque ce qui est important pour la valorisation, c'est d'estimer la croissance future de la boîte. Et voilà, comme on l'a vu, c'est une boîte dont la croissance est très incertaine. Donc voilà, ça aurait pas trop de sens que je le fasse pour cette vidéo. Donc voilà mon avis sur Total, et puis si vous voulez être tenu au courant du lancement du site que vous avez sous les yeux, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour être prévenu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!